Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass der Herr Decourvé an einem Stück kommt, weil er hat mir am Telefon oder wo wir skypet haben gesagt, er sei eigentlich dreiteilig. Er hat einen europäischen Körper, ein chinesisches Hirn und ein afrikanisches Herz. Jetzt fangen wir beim Offensichtlichsten an, beim Hirn. Nein, beim Körper. Ein europäischer Körper. Warum, Herr Decourvé? Wieso sagen Sie, das ist europäisch an mir? Das ist Europäer, weil ich bin Schweizer. Ich bin in der Schweiz geboren, dafür bin ich Schweizer, respektive Europäer. Aber hier, weil ich 15 Jahre in China geschafft. Wenn du 15 Jahre in China schaffst, meine Frau immer sagt, du bist eine Reverse-Banane. Du bist weiss aus, aber eigentlich gelb drin. Und ein afrikanischer Herz, weil ich bin eigentlich in Afrika aufgewachsen. Der Vater war Missionär in Kongo. Und meine Frau kommt von Afrika dafür. Das Herz ist offensichtlich das, was am meisten dominiert. Jetzt, darum sind Sie wieder in Afrika. Welchen Bezug haben Sie noch zu China? Kein, außer dass 15 Jahre in China ist eine super Schule, respektive Erfahrung, wenn du etwas aufbaut in Afrika. Ich glaube, es gibt eigentlich viel in Common, vor allem im Lebensmittelgeschäft. Und der europäische Körper, ist das gut in Afrika oder ist das manchmal auch ein Nachteil? Ist heiß. Mal schauen, wie heiß dass es uns wird bei dem Thema, ob Kapitalismus und Entwicklungszusammenarbeit Hand in Hand gehen können. Schön sind Sie da. Danke. Merci. Quand on parle de capitalisme, souvent immédiatement, on fait la comparaison avec le communisme. Donc, je vais commencer par une petite histoire. Ce sont deux amis qui prennent un café et l'un dit à l'autre, tu sais quelle est la différence entre le communisme et le capitalisme? Et l'autre dit non. Alors écoute, c'est très simple. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est l'extrême inverse. Vous êtes un peu lent, ok. Je crois qu'il est important de comprendre, quand on parle d'un sujet tel que capitalisme, aide au développement, de bien comprendre la signification des mots. Des mots tels que capitalisme et aide au développement. Pour moi, le capitalisme, l'expression capitalisme, ça me fait penser un petit peu au cholestérol. Le cholestérol, on a besoin dans le corps du bon cholestérol comme du mauvais cholestérol. Et je crois vouloir développer le bon cholestérol et éliminer autant que possible le mauvais cholestérol. Et peut-être un petit retour en arrière à nos origines. Je dois confesser, je suis un calviniste convaincu et on est tous d'accord que Calvin était probablement à l'origine du concept de capitalisme. En 1520, il introduit le concept d'intérêt. Il faut savoir que jusqu'en 1520, en Europe, les prêts à intérêt étaient interdits. D'où ce qu'on appelle en français l'usure. Okay? Donc, des gens qui n'étaient pas chrétiens parce qu'ils n'avaient pas l'autorité, la permission, peuvent performer l'usure. L'usure qui était des prêts d'intérêt qui allaient jusqu'à 50%. Et Calvin réalise que pour libérer cette énergie qui sommeille au fond de chacun, qu'il fallait mettre un prêt à intérêt. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en 1720, il a décidé d'avoir deux types de prêts. Il y avait le prêt dit de production, où il a décidé de fixer un taux d'intérêt à 5% en 1520, mais il y avait aussi le prêt dit d'assistance. Donc si c'était un prêt pour quelqu'un qui produisait une richesse, on parlait de valeur ajoutée, de Wertschöpfung, okay, là, l'emprunteur devait payer 5%. Mais pour le prêt d'assistance, le taux d'intérêt était de 0. Okay? Donc, ce que je veux dire, c'est que le capitalisme, à ses origines, a eu un impact libératoire, mais aussi
avait un aspect social. Okay. Maintenant, quand on parle de capitalisme, c'est un petit peu l'ennemi public numéro 1. Et j'avoue que dans certains cas, il le mérite. Le monde financier, je ne veux pas faire d'amalgame, mais quand même dans sa majorité, le monde financier est devenu fou. Quand la somme des profits des institutions financières créées par la spéculation, et venant de l'industrie alimentaire, on connaît ça, quand vous faites plus d'argent avec la spéculation ou avec les hedge funds qu'avec aider, financer une actuelle production de valeur, biens ou services, je pense qu'on a un sérieux problème. Donc pour moi, si je décris qu'est-ce que ma définition du capitalisme, c'est une économie de marché dans la libre entreprise, mais c'est aussi là où le capital libère le travail et le récompense. Et tout en se sentant responsable. Donc oui, si c'est ça la description du capitalisme, je suis fier d'être capitaliste. Ceci dit, attention au piège. J'ai vécu et travaillé 15 ans en Chine, et ceux qui connaissent la Chine vous diront que ceux qui croient encore que la Chine est un pays dit communiste se trompent beaucoup. La Chine, je crois pouvoir dire, le connaissant assez bien, est probablement le ou un des pays les plus capitalistes au monde, sous une appellation, sous un emballage communiste. Les usines, pas mal d'usines dans la campagne chinoise ressemblent plus à un livre de Charles Dickens ou à Germinal qu'à un paradis communiste. Concernant la coopération au développement, c'est vrai que toute aide ou toute coopération, je dirais, part d'un bon principe. Vouloir aider est quelque chose de tout à fait louable. Mais c'est aussi vrai que jusqu'à récemment, l'approche de l'aide au développement a souvent été politique, ou en tout cas politisée, voire même anticapitaliste. Ici, je vous permets de raconter une petite histoire personnelle. J'étais patron de Nestlé alors au Pakistan, et le 8 octobre 2005, il y a un énorme, terrible tremblement de terre qui frappe le Cachemire, donc au nord du Pakistan. Et à 8 heures le matin, et toutes les routes sont coupées. On a su par la suite qu'il y a eu 80 000 morts. Donc énormément d'enfants, parce que c'était le matin et tous les enfants étaient à l'école. Et environ à la moitié des décès étaient des enfants. On est au Pakistan, je dirige la société de nourriture la plus importante du pays. Je connaissais très bien personnellement le président à l'époque, le général Musharraf. J'appelle son aide de camp. Qu'est-ce qu'on peut faire? En résumé, on réunit une vingtaine de camions, de l'eau, du lait, etc. On part le soir même dans le Cachemire. Je vous passe les détails parce que ça me rend assez émotionnel, parce que c'était absolument une zone de guerre, des cadavres partout, on a aidé les hôpitaux, les gens se battaient pour avoir de l'eau, des enfants par centaines amputés, etc., etc. Donc, situation très, je suis resté une semaine sur place avec des expériences très fortes. Bref, ensuite, 6 mois plus tard, l'ambassadeur de Suisse m'appelle, il me dit, écoute, on est en train de faire un workshop avec toutes les ONG suisses qui aident à reconstruire le Cachemire. Toi, vous avez fait avec Nestlé beaucoup de choses, tu t'es engagé. Est-ce que tu pourrais venir puis décrire un peu ce que tu fais, ce que vous voulez faire? Donc, workshop, toutes ces sociétés, toutes ces ONG suisses, moi, le seul représentant de l'industrie privée. Chacun raconte ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Je raconte ce que je vous ai dit en plus détail. Je m'assois. Il y a un représentant d'une ONG que je ne dirai pas le nom, mais en fait d'origine chrétienne en plus, qui se lève et qui me dit « Mais, Monsieur de Corvey, ok, j'ai bien compris ce que vous avez fait, mais dites-moi la vérité. Pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi votre ultime but? Qu'est-ce que vous avez comme plan derrière? Pourquoi vous avez fait ça ?» Alors, je ne vous dirai pas mes sentiments intérieurs qui étaient assez peu chrétiens sur le moment. Et heureusement, je n'ai rien dit que je pourrais regretter. Mais je lui ai dit, vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que des gens comme vous pensent que des gens comme nous ne pensent qu'à l'argent
et sont absolument insensibles. Et vous avez complètement tort. Ceci dit, c'est aussi vrai que beaucoup de gens comme moi pensent que vous êtes qu'une bande de néo-communistes qui ne voulaient que nous détruire, alors que vous avez aussi certainement un bon intérêt. Donc l'importance de se mettre plus proche l'un de l'autre. Je dirais le constat qui est assez commun dans le monde du développement, c'est la réalisation que pour avoir un impact durable, il faut une demande durable et un ancrage dans l'économie privée. Donc le monde de l'assistanat est fini, Dieu merci. Donc même beaucoup d'organisations avec lesquelles on travaille, les Nations Unies et d'autres, comprennent et veulent travailler ensemble avec l'économie privée. À mon avis, la question n'est plus qui donne le plus d'argent ou qui met le plus dans l'aumône, mais plutôt que faut-il faire pour que l'économie croisse de façon durable. Un exemple, par exemple, pour l'Afrique. Et vous me pardonnez de parler beaucoup d'Afrique aujourd'hui, c'est que comment aider le plus efficacement l'Afrique? Ce n'est pas en augmentant l'aide au développement. Je veux même provoquer, et c'est l'avis de beaucoup d'économistes bien plus intelligents que moi, l'idéal pour l'Afrique, ce n'est pas d'augmenter l'aide au développement, ce serait en fait d'arrêter. Arrêter, oui, vous m'avez bien compris, arrêter les développements à une condition. C'est que l'Europe, ou le monde en général, mais surtout l'Europe, commence à ouvrir ses frontières aux produits africains. Donc, on aide, mais en même temps, on ferme nos frontières. Alors, je ne parle pas des gens, je parle des produits. Okay? Alors, l'Europe, en gros, dit à l'Afrique, non, mais en gros, vous pouvez importer ce que vous voulez, sauf les produits agricoles. Et l'Afrique dit, non, mais on ne produit rien d'autre que des produits agricoles. Et l'Europe dit, non, mais vous pouvez tout importer, sauf les produits agricoles. Okay? Donc, léger dialogue de sourds. Mais le concept d'aider est différent. Ce n'est pas donner de l'argent, c'est ouvrir son marché. Conclusion de cette première partie, donc, le monde a changé. Les attentes et les demandes des gens ont changé. Le consommateur a changé. Les jeunes millennials veulent comprendre. Pourquoi? Pourquoi ceci? D'où ça vient? Okay? D'où la confiance dans les grandes sociétés qui diminue de plus en plus. Mais d'un côté, le producteur aussi, en Afrique surtout, est devenu éduqué, est devenu à voyager et ne veut plus être exploité. Donc l'économie capitaliste, à mon avis, doit se réinventer ou disparaître. Donc la conclusion, elle doit s'adapter. Et j'aimerais juste donner un petit exemple des dinosaures. J'aimerais vous rappeler que les dinosaures n'ont pas disparu parce qu'ils n'étaient pas assez gros. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à un environnement qui changeait. Maintenant, quelques mots sur mon expérience personnelle, ayant vécu et le monde capitaliste et le monde des ONG, et surtout mettre en avant ce que j'ai appris dans le monde des ONG. Alors oui, capitaliste, je ne vais pas parler beaucoup de mon expérience chez Nestlé, mais disons, comme on a dit, j'étais 23 ans. Je suis parti il y a environ 3 ans et demi, où j'étais CEO et chairman de Nestlé pour la Chine. Très grande société, 7 milliards de chiffre d'affaires, 50 000 employés, etc. Mais j'avoue, c'est vrai aussi qu'on faisait du développement. On peut travailler dans une grande société et faire du développement durable, surtout dans l'agriculture. Mais un jour, en avril 2014, avec mon épouse et nos 4 filles, on part, donc, et on va sur ce bateau qui fait le tour de l'Afrique. Et j'aimerais là faire une petite pause de 2-3 minutes pour expliquer l'importance de cette expérience qui, dans mon cas, a changé ma vie dans tous les domaines. Et j'aimerais tout d'abord dire l'importance que ça a eu aussi comme, à mon avis, la meilleure formation ou post-formation professionnelle que j'ai jamais faite. Je me permets de dire que sans arrogance aucune, j'ai étudié en Suisse, à HSG, à HEC Lausanne, à l'IMD.
En toute modestie, je crois dire que ces 3 institutions sont les ou parmi les meilleures de Suisse. Mais je n'ai jamais autant appris que durant cette année sur le bateau. Exemple tout simple. Quand vous gérez une sorte de boîte de conserve flottante, vous avez 450 personnes de 45 nationalités différentes. Et on sait tous que quand on gère des gens, il y a 3 façons de gérer des gens. Okay? À part les 4 points que je vais... Mais les 3 domaines classiques. 1, l'argent. Tu travailles bien, je te donne un bonus, une augmentation de salaire. Vous gérez une équipe où personne n'est salarié. Tout le monde est volontaire. Donc, ça, aucun impact. Deuxième impact, des plans de carrière. Okay, tu te donnes une promotion, un transfert, une formation. Ici, vous avez la moyenne des gens qui restent sur bateau reste 3 mois. Donc, plan de carrière de côté. Troisième point, c'est le bâton. Si la personne ne fait pas bien, écoute, ça ne peut pas continuer, avertissement, etc., punition. Quand vous avez 100% de vos employés ou de vos collaborateurs qui sont volontaires, généralement le bâton n'est pas la meilleure solution. Donc, vous développez un sens de la communication extraordinaire. Okay? Vous devez développer des argumentations, des débats, être ouvert à être questionné. Et là aussi, très bonne formation dans un domaine, dans un monde où les jeunes aujourd'hui, et c'est très bien comme ça, ne réagissent plus comme nous avions 20 ans, où on donne un ordre et on obéit, on dit « oui chef ». Maintenant, ça ne se passe plus comme ça, il faut expliquer, il faut dialoguer. Mais aussi meilleure expérience familiale, être ensemble dans une petite cabine, voir ses enfants, manger 3 fois par jour avec, ça a été extraordinaire. Et enfin, une meilleure expérience humaine, où vous avez des émotions très fortes, à la fois où vous voyez des guérisons extraordinaires, mais aussi des souffrances terribles. 2 exemples, quand vous voyez vous-même une mère qui était aveugle à cause de la cataracte et qui n'avait jamais vu ses enfants, et que vous l'opérez, et quand vous enlevez les bandeaux, et qu'elle voit pour la première fois de sa vie ses propres enfants, je peux vous dire que vous pleurez comme un bébé. Mais aussi l'autre extrême, c'est quand vous devez dire à une mère que sa fille qui a une grosse tumeur qui sort de l'œil, cette tumeur est malheureusement cancéreuse et qu'on ne pourra pas l'aider alors qu'elle a marché pendant 3 jours pour venir nous voir et que vous lui dire qu'elle mourra dans 3 mois, ça, vous ne dormez pas forcément très bien pendant quelques jours. Donc, mais tout ceci est une expérience extraordinaire que je vous encourage, tout à chacun, que ce soit avec Monsieur Chip ou une autre organisation, à faire. Donc, quelle a été ma solution personnelle pour combiner ce capitalisme et cette aide au développement? Donc, ma conclusion, c'était créer et développer ma propre société. Et j'avoue que sur le bateau, j'hésitais entre rester dans le monde des ONG, où il y a beaucoup à faire, et retourner dans le monde des affaires. Et ma conclusion, après beaucoup de prières et de recherches avec mon épouse, c'était pourquoi choisir, combine les deux. Utilise tes talents, dans mon cas la connaissance de l'agroalimentaire, de gérer des pays difficiles, dans des crises. Et je suis arrivé à cette vision que, je dirais en français, qui est de, je cite, transformer, donc cette société Fil-Africa, nous voulons transformer la vie de millions d'Africains, à la fois économiquement, socialement et spirituellement, en transformant les récoltes locales, donc africaines, en produits finis, que ce soit pour l'Afrique ou pour l'export. Donc comment combiner ces 2 concepts, ces 2 apparentes contradictions, en un seul concept? Comment construire une compagnie, non pas parfaite, ça n'existe pas, mais au moins équilibrée? Okay? Car, on le sait tous, capitalisme n'est pas égal à égoïsme, comme le développement n'a non plus pas le monopole du cœur, comme a dit un certain président. Donc pour arriver à ce concept, il nous faut 3 choses. Et donc je parle encore une fois du concept du domaine africain.
il faut d'abord un capital patient. Un des plus gros problèmes qu'on a partout dans le monde, mais je crois spécialement en Afrique, où la perception du risque, plus la perception du risque est élevée, plus les attentes de rendement sont hautes et plus le retour sur investissement est court, alors que c'est complètement contradictoire. Okay? Donc, l'important de trouver des gens qui veulent investir, dans notre cas, on parle de centaines de millions de dollars, dans des projets qui vont durer non pas 3 à 5 ans, mais 10 à 30 ans. Okay? Et aussi avoir un rendement sur son investissement, mais pas un rendement à 20% en 3 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans un environnement africain. Okay? On va vous donner un bon rendement, on va vous donner un 15%, mais pas dans 5 ans, dans 7, 8, 10 ans. Le deuxième point, c'est l'importance de la chaîne de valeur. En Afrique, construire une usine, n'importe quel idiot peut construire une usine en Afrique, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas l'usine, c'est comment, dans le monde agroalimentaire, c'est comment vous approvisionnez votre usine en matières premières de façon constante, en qualité, en prix, en quantité. Donc, avoir cette vision, non seulement de produire, mais d'intégrer toute la chaîne de valeur, y compris, surtout, les paysans. Donc, si vous construisez une usine pour, je ne sais, 10, 20 millions, investir au moins 2-3 millions dans la chaîne de valeur, construire une ferme modèle, apporter des agronomistes, aider les paysans, mettre à disposition les meilleures graines, de l'irrigation, etc. Et troisièmement, avoir des hommes et des femmes avec un appel. Un appel, non pas trop, je vais vous surprendre, pour l'Afrique. Ça m'est égal si les gens ont un appel ou pas pour l'Afrique. Ce qui m'intéresse, s'ils ont un appel pour les Africains. Parce qu'on peut aimer l'Afrique. J'habite dans un pays d'Afrique du Sud où il y a des gens très bien, mais il y a aussi beaucoup de gens nettement moins bien qui aiment l'Afrique, mais qui n'ont pas aimé les Africains. Et je crois que c'est très important de faire une distinction entre aimer l'Afrique et aimer les Africains. Donc, besoin de ces 3 choses pour atteindre les objectifs finaux. Donc, une société où le capital est tout aussi important que le travail. Une sorte d'histoire d'amour en rigolant entre Adam Smith et Karl Marx, assez virtuelle, je le conçois. Donc, une société où les actionnaires sont tout aussi importants que les employés à travers toutes sortes de mécanismes et de schemes, mais aussi où les fournisseurs, les paysans, ont un rôle très important, reconnu dans les statuts à tout niveau. Donc, le développement de cette société fil-africaine, on a donc repris les actifs d'une assez grande société en Afrique du Sud, qui a une 12aine d'usines comme base. Et ce qu'on fait, c'est qu'on croit maintenant partout en Afrique avec 2 piliers stratégiques. Un, comment remplacer les produits importés par des produits transformés localement, avec des matières premières locales. Peu de gens savent, l'Afrique importe 65 milliards de dollars par an de nourriture. Okay. Donc, 3 exemples qu'on a déjà commencé. Beaucoup de gens ne savent pas que la récolte la plus importante dans toute l'Afrique n'est pas le maïs, n'est pas la canne à sucre, c'est le manioc, ou en allemand cassava. Et le problème, c'est que cette récolte n'est pas transformée en produit fini. Okay? Donc là, on a acheté une société hollandaise qui a réussi à miniaturiser une usine pour transformer cette racine, c'est une racine, en farine dans un conteneur de 40 pieds. Donc maintenant, on a des usines mobiles qui vont dans la brousse. Okay? Et on dit souvent, si le paysan ne peut pas venir à l'usine, l'usine va venir au paysan. Et je crois profondément pour le concept de l'Afrique, le concept de grandes usines, c'est le passé. L'idéal, c'est d'aller à la source et transformer ce qu'on appelle primary production, donc transformer le produit frais en première étape et ensuite amener ce produit semi-fini dans une plus grande usine en ville. Donc c'est l'exemple du manioc, parce que le blé, les Européens ont apporté la culture du pain
que les Africains ne connaissaient pas, bien sûr, puisque le blé ne pousse pas dans toute l'Afrique subsaharienne, ou pratiquement, et le blé est importé. Donc comment créer une industrie de la farine locale avec des biens locaux comme la farine? Un autre exemple, c'est le concentré de tomate. 90% du concentré de tomate consommé en Afrique est importé de Chine. Il n'y a aucun pays en Afrique où la tomate ne pousse pas. Okay? Donc là, on est en train de construire une usine au Zimbabwe avec des milliers de paysans qui vont nous fournir en tomates fraîches. Ou une usine aussi qu'on a achetée au nord du Mozambique qui fait 200 000 poules par semaine pour arrêter les importations du Brésil ou de l'Europe qui vend ses surplus à prix cassé en Europe. Un autre pilier, c'est ajouter de la valeur aux produits locaux. Exemple, les noix. En Afrique, les noix de cajou, les noix de macadam, 95% des noix en Afrique sont exportées à l'état brut, donc avec leur shell, avec leur coquille. On a exporté en Inde 95%. C'est les statistiques officielles. En Inde, elles sont cassées, lavées, exportées en Europe, où elles sont rôties et re-exportées en Afrique. Donc vous allez à Abidjan et vous achetez un paquet de noix de cajou. Le produit pousse dans ce pays, a été exporté en Inde, Europe et revient. C'est d'une logique confondante. Donc, je dirais personnellement, avec ceci, je crois avoir trouvé, et on en reparlera dans la conclusion, littéralement le but de ma vie. Je crois pouvoir dire que ces 25 dernières années passées dans l'industrie, en fait, m'a préparé, m'a formé pour faire ce que je fais maintenant. Okay? Et je crois important aussi, quand on connaît un peu l'histoire de l'Afrique, de venir apporter et ne venir plus prendre. Le fondateur de Monsieur Chip me disait qu'il y a 30 ans, quand pour la première fois le bateau est arrivé au Bénin. J'aimerais vous rappeler qu'on connaît tous Côte d'Ivoire, en anglais Elfenbeinküste, qui s'appelle Côte d'Ivoire parce qu'il y avait beaucoup d'ivoire. Si vous regardez une vieille carte de l'Afrique de l'Ouest, avant que la Côte d'Ivoire, il y a le Libéria, la Guinée, ça s'appelait la côte des céréales. Puis il y a la Côte d'Ivoire, puis il y a le Ghana qui s'appelait la Côte d'Or, encore maintenant il y a beaucoup de mines d'or, et le Bénin et le Nigeria s'appelaient, c'est officiel, la Côte des esclaves, parce que c'était le vivier, malheureusement, pour les marchands d'esclaves. Okay? Et quand ce bateau est arrivé il y a 30 ans, le président du Bénin a dit « Vous êtes le premier bateau en 500 ans qui est venu non pas pour prendre, mais pour donner. Okay? » Et je crois que ça, c'est très important, surtout en Afrique, au lieu de venir voler, de venir apporter, au lieu de venir d'exploiter, de construire. En résumé, le monde donc, se radicalise de plus en plus. On a vu récemment dans les élections ces dernières années en Europe, la gauche va toujours plus à gauche, la droite est toujours plus à droite, et les extrêmes dictent le plus souvent l'agenda. La solution n'est ni les extrêmes, certainement pas, mais ni même un retour au bon vieux temps. Nous avons besoin d'une économie responsable avec des gens qui ont le sens des responsabilités. Un sens qui doit être économique, social et spirituel. La question n'est en fait pas si on peut combiner le capitalisme et l'aide au développement, mais bien si les deux peuvent continuer, chacun de leur côté, comme si de rien n'était. La réponse est non. Elles ne peuvent continuer comme avant. Et je crois profondément qu'il ne faut non pas seulement combiner les deux, mais il faut fusionner le capitalisme et l'aide au développement pour devenir un. Donc nous avons besoin de ce système capitaliste, d'une économie de marché, mais où la définition du marché est l'ensemble des acteurs et où chacun, comme dans un mariage, doit faire des compromis. En conclusion, oui, il est donc non seulement possible
de combiner capitalisme et aide au développement, mais nous devons les fusionner, ce qui comprend compromis et sacrifice. Ceci dit, oui, nous voulons tous des sociétés profitables avec un profit et bien gagner sa vie. Mais comment définir bien gagner sa vie? Comment définir le profit? Quand on voit aujourd'hui des organisations, des sociétés grandes et petites qui font des profits à 15-16% et qui malgré ça restructurent, qui malgré ça veulent toujours plus. Quand est-ce que ce sera assez? Je vous encourage tous aussi à prendre un temps sabbatique, mieux comprendre votre mission, votre but dans la vie. Nous sommes, et je crois profondément que nous sommes tous les missionnaires du XXIe siècle. Les hommes et femmes d'affaires atteignent des gens différents, atteignent des environnements différents. Et pour cela, nous sommes tous missionnaires. Et j'aimerais conclure par une sorte d'appel pour ceux qui se souviennent ou qui ont lu le célèbre missionnaire anglais Hudson Taylor venait régulièrement en Angleterre faire des conférences pour faire un appel et demander à des centaines de missionnaires pour l'accompagner en Chine, pour évangéliser l'intérieur de la Chine au XIXe siècle. Et juste que vous sachiez, la Chine aujourd'hui vit un réveil extraordinaire. Donc tout d'abord, il faut que vous réalisiez que chacun d'entre vous est un missionnaire. Chacun a un rôle unique à sa terre de mission. Mais j'ai aussi une pensée particulière pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de milliers d'Européens, mais des Européens différents de nos ancêtres. Des Européens qui viennent apporter, qui viennent éduquer, qui viennent former, qui viennent construire toutes sortes de métiers. Et dans mon cas très personnel, Fil Africa, nous aurons aussi besoin d'hommes et de femmes de Dieu, des gens compétents, avec un appel pour les Africains. Donc si vous avez envie d'aventure, de pouvoir avoir un impact sur des milliers de gens, alors oui, l'Afrique vous attend. Merci. Herzlichen Dank. Roland Decochvet. Wir nehmen uns noch ein paar Minuten Zeit, um Fragen, die über slido.com reingekommen sind schon. Die es noch nicht kennen, einfach auf slido.com und den Code eingeben und dann können Sie Ihre Frage stellen. Muss ich auch nur etwas schnell sagen? Ja. In Afrika es gibt nicht so viele Leute, die Deutschschweizer reden, viel mehr Französisch. Aber wir brauchen auch Deutschschweizer. Nicht nur welche, Sehr gut. sondern die deutschschweizerische Arbeitsethik und Arbeitsphilosophie brauchen wir auch. Das ist sehr schön. Das ist vielleicht gerade ein gutes Stichwort zu der Frage, die gestellt worden ist. Welchen Einfluss haben die kulturellen Unterschiede zwischen europäischem und afrikanischem Denken? Also Sie sagen, es ist wichtig, dass auch die Deutschschweizer kommen. Wo ist da der kulturelle Unterschied von dem Denken, wie Sie es jetzt erleben in Afrika? Il y a un proverbe qui dit vous les Européens, je dirais surtout la Suisse, vous les Suisses, vous avez les montres, nous on a le temps. Genau. Et je crois que le plus grand défi pour des Européens de venir en Afrique, même avec un amour des Africains, c'est la relation au temps. Donc il faut s'adapter. Donc je veux dire, il faut de la patience. En Afrique, les choses sont lentement et la relation humaine est plus importante. C'est un petit peu aussi en Chine, quand on dit l'échelle des valeurs, c'est que pour nous, c'est d'abord la loi, ensuite le gouvernement, au point de vue business, et les relations personnelles, peut-être avant le gouvernement, mais le premier, c'est la loi. Pour l'Africain, non. Quand on signe un contrat, ça ne veut rien dire. Signer un contrat, ça veut dire commencer à discuter. Okay? Le contrat. Donc l'importance de la relation humaine, avant tout. Et ça, je crois que c'est la plus grosse différence. Ceci dit, quand j'ai épousé ma femme,
ma femme est venue voir mes parents, elle leur a dit que ce soit très... Parce qu'on habite à côté d'un EMS. Et elle était choquée, vraiment choquée. Comment vous pouvez mettre vos vieux parents tout seuls dans une maison? Elle est venue voir mes parents, elle a dit que ce soit clair. Quel que soit le prix à payer, financièrement ou physiquement, je ne vous permettrai jamais d'habiter dans un EMS et vous serez toujours chez nous, quels que soient les sacrifices qu'on doit faire. Alors c'est une culture différente, mais tout ça pour dire qu'il y a des côtés moins positifs. Je pense que l'amour des vieux, le respect de l'expérience est quelque chose que nous, on a perdu. Et je pense que de ce côté-là, ils sont plus avancés que nous. Oftmals ist es ja so in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man von außen das Gefühl hat, es kommen die Leute und pfropfen diesen Menschen dort etwas auf, verstehen die Leute, die sie zusammenarbeiten, warum dass es wichtig ist, dass sie ihre Lebensmittel selber produzieren können, selber brauchen können und nicht den grossen Bogen, den sie beschrieben haben, mit dem Academia-Nüsse gehen müssen. Verstehen sie das? Alors oui, ils comprennent, généralement ils comprennent très bien, ils sont tout aussi scandalisés, mais ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas le working capital. Je veux dire, le petit paysan africain, avec ce qu'il a, il se débrouille très bien. Mais maïs, par exemple, il fait en moyenne, sans irrigation, 1,3, 1,5 tonnes par hectare. En Afrique du Sud, irriguer, c'est 10 tonnes par hectare. Mais si vous n'avez pas les bonnes graines, si on ne savait pas comment, on ne vous a jamais éduqué comment irriguer, si vous n'avez pas d'engrais, ben vous n'arriverez pas. Ce n'est pas que vous êtes bête, c'est que vous n'avez pas les moyens et qu'on ne vous a jamais éduqué. Ça, c'est une chose. D'autre part, le maillon manquant dans toute la chaîne en Afrique, c'est la transformation. 50% de ce qui pousse est wasted, est perdu parce que l'usine pour transformer est trop loin, la route n'est pas bonne, la personne ne vient acheter que de temps en temps. C'est comment créer ce lien manquant avec ces usines qui crée un pool naturel pour les paysans pour écouler leurs marchandises. Et c'est ça qui manque le plus. Sie haben davon geredet, dass eben Europa den Markt öffnen für afrikanische Produkte. Ist das nicht ein bisschen naiv, fragt jemand, wenn man einfach den Markt öffnet? Korruption, Ausbeutung der Menschen bleibt ja genau gleich. Korruption? Ja, also ist die Frage, ist es nicht naiv, einfach zu sagen, mit dem löst man alle Probleme, wenn man in Europa die Grenzen für den afrikanischen Markt auftut? Bon, quand je lis les journaux suisses concernant la Poste, je ne crois pas qu'on devrait... Il y a une idée très naïve qui veut que l'Europe est sans corruption. Je crois que les corrompus en Europe sont simplement plus malins et plus sophistiqués que les Africains. C'est plus ou moins la seule différence. Je dirais que... Alors, d'une part, si vous regardez à un niveau macro l'Afrique, dans les derniers 2 mois, Mugabe est parti au Zimbabwe, Zuma est parti en Afrique du Sud. Dans un pays comme le Kenya, les élections ont été annulées par la Cour suprême et refaites. Donc je veux dire, j'aimerais que la démocratie arrive petit à petit à maturité. Juste un exemple, comparer l'histoire en Europe. La chute de l'Empire romain d'Occident, 400-450. Le début du Moyen-Âge, l'an 800. On oublie souvent qu'en l'an 450, la moitié de l'Europe était chrétienne. En l'an 700, il y avait seulement quelques petits îlots et l'Irlande. St. Gallen, Gallen ist nicht ein Deutschschweizer. Okay? C'est un Irlandais. Okay. Donc la Suisse a été complètement paganisée et re-évangélisée. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il nous a fallu 300 ans minimum pour sortir de l'Empire romain. On a fait comme ça, et on est revenu en l'an 800 et le Moyen-Âge, etc. Donc, la décolonisation, c'est comme pour nous après l'Empire romain. Nous a fallu 350 ans, eux, ils y arrivent en 70 ans. Ils sont plus rapides. Ouais.
Für Afrika sehr schnell. Die Frage noch, wie sehen Sie oder wo sehen Sie Felder zum weiter investieren für viel Afrika? Welche Produkte wollen Sie wirklich auch anstoßen? Nous, on se concentre vraiment sur toutes les récoltes liées aux petits paysans. Donc, on a de gros projets là, par exemple avec les noix. On vient de commencer plusieurs projets avec le miel. On a aussi un gros projet avec Madagascar, avec le lait. Donc tout ce qui est cultivé par des petits paysans pour organiser ces petits paysans et les aider à développer. Parce que au jour d'aujourd'hui, en Afrique, 90% de la production agricole est faite par des petits paysans. Donc la solution n'est pas des grandes fermes. Si vous créez des grandes fermes, vous allez mettre des gens à la porte. C'est comment aider ces petits paysans à devenir plus efficaces et à gérer mieux leurs terres et leur production. Danke vielmals, Roland Décor.